Pourquoi remonter dans le temps? Parce que je crois qu'effectivement, on parle énormément de la question israélo-palestinienne et en même temps, j'ai l'impression que très peu de gens ont une formation érudite en la matière. Remonter dans le temps nous paraît effectivement absolument central. Edgar Quinet disait « L'ignorance engendre l'absurde et l'absurde engendre l'atroce ». Et on se demande parfois si on n'est pas dans un double engendrement à la fois de l'ignorance et de l'absurde. Il nous a paru effectivement nécessaire de voir comment une question juive a été formée, historiquement parlant, au XIXe siècle, quel était le sens qu'on donnait au sionisme, quels étaient les types de sionisme, et de l'autre côté, effectivement, d'essayer de comprendre aussi comment une identité palestinienne s'est formée au cours de l'histoire. S'intéresser à cette dimension historique qui ne signifie pas uniquement de comprendre l'émergence de la question israélo-palestinienne, mais c'est aussi de comprendre l'histoire européenne, car il y a quand même un lien extrêmement étroit entre l'histoire européenne et l'histoire juive, mais c'est aussi de comprendre l'histoire du Moyen-Orient d'une manière générale, et j'ajouterais qui sait aujourd'hui que dans les années 60-70, la Palestine était une référence pour une bonne partie de la gauche radicale dans le monde. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment le très grand plaisir et l'honneur d'inviter, d'être accompagné de deux amis et de deux collègues. Sylvain Goldberg, je mentionnerai deux de ses ouvrages, le monumental Histoire juive de la France qui vient de sortir, mais aussi donc comment s'écrit l'histoire juive qui est apparue au Albin Michel il y a quelques années, et Henri Laurence, qui est professeur au Collège de France, qui est l'auteur notamment de cet immense ouvrage qui s'appelle La question de Palestine en 5 volumes, si je me souviens bien, et en plusieurs milliers de pages, et je crois qu'on peut considérer comme un peu l'ouvrage définitif sur ce sujet, en tout cas qui n'est pas dépassé pour le moment, mais je citerai aussi un autre ouvrage de lui sur la guerre et paix au Moyen-Orient. Donc sur ce, je vais commencer donc cette séance en leur posant 4 types de questions. On aura pas mal de temps, on aura au moins 1 heure de présentation, après presque 1 heure aussi de discussion. Et la première question que je poserai à l'un et à l'autre portera, de manière très chronologique, portera sur la question, sur l'émergence d'une question juive, sur l'émergence des sionismes. J'étais très, très impressionné de toute façon par les ouvrages de Marx, les 2 textes de Marx sur la question juive, mais je me suis rendu compte qu'à l'époque, beaucoup de jeunes hegeliens, dont Bruno Bauer aussi avait écrit sa question, son ouvrage qui s'appelait La question juive. Donc, comment émerge effectivement cette question juive au XIXe siècle? Peut-être qu'on peut commencer par toi, après je passerai la parole à Henri. Merci pour cette invitation, Amit. Certains d'entre vous savent que je ne suis absolument pas spécialiste du monde contemporain, ni de l'Israël contemporain. Par contre, j'ai beaucoup fréquenté les sources dites de l'ancien régime russe, c'est-à-dire d'avant la révolution russe, et je connais particulièrement bien toutes les sources communautaires juives de la zone de résidence, ce qui m'a permis d'établir un champ de connaissances assez diversifié, je dirais, puisque finalement mes travaux se sont beaucoup plus portés, en tout cas dans les livres que j'ai publiés. Je ne parle pas de ceux que j'ai pas finis, que je n'ai pas publiés. Il y en a encore 3 qui m'attendent, si Dieu me prête vie. Mais j'ai vu à travers les sources sur lesquelles j'avais beaucoup travaillé à la fin de l'Union soviétique, l'émergence d'une question juive et sioniste que l'on ne retrouve absolument pas, ou à peine, que l'on effleure à peine dans les grandes monographies qui parlent du sionisme et de l'Israël contemporain. C'est ce qui me donne un tout petit peu de compétences, je crois, en la matière pour parler de cette question devant vous aujourd'hui. Par contre, je pense qu'on ne peut absolument pas évoquer le conflit Israël-Palestine sans se demander ce qu'est le Moyen-Orient et sans utiliser
des cartes. Si on pense aujourd'hui à ce qu'est le Moyen-Orient, moi j'ai voulu vous montrer ce qu'occupe la place de la Palestine et d'Israël sur la grande carte. Parce que finalement, on en parle énormément, mais c'est tout petit, c'est un tout petit espace. Or, comment ce tout petit espace est-il venu à prendre une telle place dans les médias et sur la place publique? Eh bien, j'ai une manière de réponse qui est peut-être pas la bonne, qui va peut-être pas vous plaire, mais je pense que c'est un héritage du passé et que cet héritage du passé nous est venu. Alors, Amit a posé l'émergence du sionisme à la fin du 19e. Moi, je serais peut-être un peu plus précise. Je pense que cet héritage conflictuel d'aujourd'hui nous vient du partage du gâteau de l'Empire ottoman avec la Première Guerre mondiale. Et je vais d'ailleurs vous embêter en étant toujours didactique. En présentant des dates qui permettent de se situer dans le temps. La question juive est quelque chose qui a soulevé les passions, je dirais, européennes, pas seulement depuis le 19e siècle, mais ça a commencé avec la Révolution française, ça a continué avec l'émergence au 19e siècle de ce qu'on a appelé alors la naissance de l'ethnicité, des nationalismes, et ce que moi je considère aussi comme l'émergence, alors je fais un pas de côté, du folklore et des travaux linguistiques qui ont émergé dans la société en général, qui ont permis d'ailleurs de renforcer les identités des groupes, des peuples, des ethnicités. Là, j'ai mis de côté la politique pour entrer plus dans le côté anthropologique. Et tout ceci s'est cristallisé quelque part en Europe, à partir du moment où un décalage s'est répandu de manière extrêmement importante entre la situation des Juifs en Europe et la situation des Juifs dans ce qu'on appelait la zone de résidence, c'est-à-dire, avant la Révolution russe, la région dans laquelle était confinée la plus grande partie des Juifs de la planète, c'est-à-dire entre 80 et 90% de la population juive mondiale qui se trouvait dans les frontières, donc sur une toute petite zone de l'Empire tsariste. Il faut préciser que dans cette zone de résidence, les Juifs ne pouvaient pas en sortir, ne pouvaient pas pénétrer dans les grandes villes capitales à moins d'avoir des permis de séjour particuliers qui leur étaient donnés soit par les métiers, certains métiers qui étaient jugés indispensables au fonctionnement des villes, soit par certains privilèges, soit simplement par un permis de séjour qui leur permettait de passer une nuit à Saint-Pétersbourg, par exemple. La question juive émerge au niveau général, au niveau européen surtout, à partir du moment où les pogroms éclatent dans la zone de résidence et où la presse se développe, qui va témoigner des massacres. Alors, massacres à toute petite échelle par rapport aux massacres qui se sont déroulés au XXe siècle. Hein. On est loin des chiffres du XXe siècle. Mais ça fait quand même les premières pages des médias. Des grands reporters vont sur place, témoignent, et finalement, la question juive apparaît sur la scène mondiale. Cette question juive naît donc à la fois de l'émergence au niveau linguistique d'une identité nationale. Les Juifs, comme tous les autres peuples des empires, alors là, il y en a deux grands. Alors, on a parlé de l'Empire tsariste, mais il y en a un autre qui est aussi l'Empire ottoman. Et si on regarde bien la carte, alors là, elle est peut-être un peu petite, je ne me rends pas compte de ce que vous voyez. Vous pouvez voir que l'Empire tsariste et l'Empire ottoman ont des frontières pratiquement communes. Vous avez d'un côté 80 à 90% des Juifs de la planète qui vivent dans l'Empire tsariste, mais une très grande partie de Juifs vivent aussi dans l'Empire ottoman. Et ils vivent là-bas depuis pratiquement toujours. Hein, c'est difficile de dater, mais on met quand même une date à part de toute éternité à l'expulsion des Juifs d'Espagne, donc au XVe siècle, qui a vu quitter
les Juifs donc expulsés d'Espagne et du Portugal et se rendre vers les grandes capitales de l'Empire ottoman où ils ont trouvé refuge, où ils ont fait souche et où ils se sont installés. Et donc ces deux populations juives se rejoignent par certaines frontières et participent alors chacune de leur côté à ces développements de l'ethnicité au XIXe siècle. D'un côté, on va se mettre à identifier le folklore des Juifs des pays musulmans. De l'autre côté, on va récolter aussi le folklore du côté de la zone de résidence. D'un côté, on va vouloir établir l'hébreu en langue nationale. De l'autre côté, on va vouloir établir le yiddish en langue nationale. Et en fait, des deux côtés, on va former des identités ethniques, sociales et régionales. Là-dessus, si on revient à la chronologie que je vous ai donnée, la question juive est apparue au niveau politique dans les pays européens et se sont réunis les élites intellectuelles des Juifs, alors surtout des Juifs européens, qui pensaient pouvoir résoudre la question juive à travers l'éventualité d'un déplacement des populations qui étaient le plus en péril. Sont venus en discussion diverses possibilités, dont un déplacement des Juifs vers l'Ouganda, qui est l'actuel Kenya aujourd'hui. Proposition qui avait été suggérée, je pense que ça doit rappeler peut-être des choses de l'actualité d'aujourd'hui. La Grande-Bretagne pense aussi à envoyer en Ouganda les migrants, c'est-à-dire les gens dont on ne sait pas quoi faire, envoyons-les en Afrique, peut-être que là-bas ils trouveront une place. Mais c'est une suggestion qui n'a pas marché. Pour des raisons diverses, politiques pour certaines, mais surtout qui relèvent des métaphores et de la symbolique, je dirais, religieuse, anthropologique également, qui faisait que pour les Juifs, il faut quand même le préciser, bien qu'on semble souvent l'oublier, se considéraient comme des Juifs arabes de l'Empire ottoman, russes de l'Empire tsariste, européens des pays européens. Ce déplacement vers l'Afrique ne paraissait absolument pas justifié, alors que l'on pouvait trouver dans les sources juives l'éventualité d'un établissement en Palestine. Ce qui fait que lors des congrès sionistes qui se sont réunis, la proposition de l'Afrique a été perçue peut-être comme une solution pour certains. À ce moment-là, c'est aussi un moment où on a pensé à une solution vers les États-Unis, vers l'Amérique du Sud, l'Argentine notamment a connu un grand peuplement juif. On a pensé aussi à une solution, alors du côté de la création d'un Yiddishland qui a commencé à s'établir en Crimée avant même l'idée soviétique de créer le Birobidjan. Enfin, il y a eu toutes sortes de possibilités qui étaient dans l'air. Et en fait, quand on regarde les sources, alors celles que j'ai vues notamment dans les sources ancien régime russes, on voit que le mot sioniste recouvre tout un éventail d'idées, d'idéologies qui n'ont souvent que très peu à voir, à part le mot Tzion. Tzion, ça veut dire Jérusalem dans la tradition juive, et qui pensent à résoudre la question juive, pour revenir à ta formulation, ou qui pensent à établir un foyer d'identité nationale, et on est déjà dans une autre configuration politique, et ça peut être en Pologne, ça peut être dans l'Empire tsariste, ça peut être en Europe, ça peut être n'importe où, et pas forcément en Palestine. Ça, je crois que c'est la chose la plus négligée par l'historiographie d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une véritable rupture dans l'acception du terme sionisme aujourd'hui et l'acception qu'elle pouvait avoir au XIXe siècle. Merci beaucoup, chère Sylviane. Donc maintenant, peut-être la parole à toi, parce que je suppose qu'effectivement, il y a cette dimension bi-impériale, mais sans doute aussi de mouvement déborde le cadre de ces deux empires. Et donc, voilà, bon, ta contribution, oui. Vanille d'historien, c'est d'abord chercher l'origine des termes. Question, c'est un terme qui apparaît avec le XIXe siècle.
Je n'ai pas trouvé avant 1815 référence à la question de quoi que ce soit. Là, je crois que la première que j'ai trouvée, c'est question grecque dans les années 1820. Ensuite, on a la question d'Orient, que j'avais repérée vers 1832. Et puis ensuite, on a la question religieuse, la question sociale, etc. Et la question juive, ça fait partie de ces groupes des questions, c'est-à-dire des problèmes qu'on n'arrive pas à régler. En gros, c'est ça qu'on peut définir comme étant une question. Alors, je serais peut-être un peu en opposition avec ce que ma collègue a dit. Je pense que la question juive, au départ, c'est un problème de relation entre juifs et chrétiens. Dans la mesure où la société moderne, telle qu'elle se construit à partir de la Révolution française, pose une stricte égalité des individus, et donc on supprime les ordres hiérarchiques qui étaient ceux des anciens régimes, mais on voit très bien comment Clermont-Tonnerre, qui prend le dossier à l'Assemblée constituante en France pour l'émancipation des Juifs, dit tout le reconnaître en tant qu'individu, tout le refuser en tant que nation. Je résume, et nation, et s'y renvoie à communauté, c'est-à-dire la création de droits individuels et non pas de droits politiques ou de droits collectifs. Et c'est le modèle de l'émancipation de la seule population non chrétienne, ensemble de population, communauté, si vous voulez, qui existe en Europe, puisqu'il n'y a pas de musulmans en Europe à cette époque-là. Donc la question se pose pas. La question musulmane, elle peut se poser dans les colonies, mais pas en Europe. Il faut attendre les premières mosquées en France réelles. C'est la création de la mosquée de Paris au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc, la question de l'émancipation. Alors, cette question de l'émancipation, elle ouvre de multiples problèmes. D'abord, elle fait partie de la modernité. C'est un symbole de la modernité. Et progressivement, toute l'Europe de l'Ouest suit le modèle français, d'abord parce que les armées napoléoniennes font beaucoup de boulot pour installer le Code Napoléon dans le secteur. Et ensuite, parce qu'on ne peut pas construire de société moderne, de société d'individus, si on n'émancipe pas les Juifs. Et il faut attendre les années 1860. Donc c'est quand même assez en retard par rapport à la Révolution française pour que la totalité des droits politiques soient accordés aux Juifs en Allemagne, en Angleterre, en Grande-Bretagne et en Italie. Et en Autriche. Alors, à chaque fois, c'est lié à des choses différentes. En Angleterre, pour être membre de la Chambre des communes, il fallait prêter serment sur la Bible chrétienne. Et donc, les Juifs en étaient exclus. Et alors, ils pouvaient être élus, mais ils ne pouvaient pas prêter serment, donc ils ne pouvaient pas rester dans la Chambre des communes. C'est dans les années 1860 que ce serment a été supprimé. Pour les trois autres pays, ça fait partie justement des transformations essentielles, c'est-à-dire unité allemande, unité italienne et création de l'Autriche-Hongrie dans les années 1860. Alors reste ce qui est à l'est de l'Allemagne et de l'Autriche, c'est-à-dire en fait ce qui était l'ancien royaume de Pologne. Parce que la zone de confinement, de cantonnement qui a été signalée, c'est tout simplement et tout bêtement l'ancien royaume de Pologne qui allait pratiquement de la Baltique à la mer Noire. Et les Russes avaient, comme l'avaient fait les Italiens, les Français, les Anglais et les Espagnols, avaient expulsé leurs Juifs à l'époque médiévale. Simplement, quand Catherine II s'empare des territoires polonais dans les différents partages, elle récupère des Juifs. Et donc, elle se trouve avec un problème ou une question juive. Et là, pour des raisons complexes, il n'est pas possible de procéder à une émancipation. Vous m'entendez là ? À une émancipation au sens d'Europe de l'Ouest. Alors, le second problème, c'est que vous avez en Europe de l'Est un modèle de nationalisme qui est différent de ceux de l'Europe.
un modèle de nationalisme qui n'est pas le modèle de l'ouest de l'Europe. Vous savez, traditionnellement, on a enseigné tous dans les écoles. Vous avez un modèle français, la nation, c'est un plébiscite de tous les jours, c'est une adhésion collective. La nation, David Strauss. Voilà, c'est... Donc, le modèle allemand, la nation, ça vient de la culture, de l'histoire et de la race. Bon, le problème, c'était que pour les Français, les Alsaciens étaient français puisqu'ils avaient choisi d'être français, tandis que pour les Allemands, les Alsaciens étaient allemands parce qu'ils étaient de culture, de langue, de race, etc., allemande. Mais en Europe de l'Est, vous avez un troisième modèle qui s'est développé à partir, disons, de 1820, pour simplifier les choses, qui est le modèle à 3 référents. Vous avez un premier référent qui est la religion. En général, c'est la religion catholique ou la religion orthodoxe. Un second référent qui est l'histoire. Alors pour l'histoire, il faut avoir un royaume, un État, un empire qui a existé dans l'Antiquité, peut-être depuis au Moyen-Âge, disons, et qui existe encore aujourd'hui ou qui peut être recréé. Et puis, vous avez une langue. Bon, simplifions les choses. Si vous êtes un nationaliste polonais, pour un Polonais, pour être polonais, il faut parler le polonais, être catholique et se revendiquer de l'ancien royaume de Pologne. Pour être bulgare, il faut être orthodoxe, parler le bulgare et se référer à l'Empire de Bulgarie, aux tsars de Bulgarie médiévaux. Si vous voulez être serbe, il faut être orthodoxe, parler le serbe et référer au royaume de Serbie médiévale et ainsi de suite. Là, le problème pour les populations juives qui sont là, c'est qu'il leur manque un des référents. Parce que vous pouvez être un parfait polonophone, mais si vous n'êtes pas catholique, vous n'êtes pas polonais. Si vous êtes russe, il y a des grands écrivains russes d'origine juive, enfin juive, étant juifs, ils peuvent être des grands écrivains de langue russe, ils vivent dans le royaume de l'Empire des Tsars, mais ils ne sont pas orthodoxes, donc ils ne peuvent pas être russes, et ainsi de suite. Autrement dit, dans cette vaste région, le Yiddishland, les populations juives se trouvent, qui peuvent être là depuis des siècles, voire des millénaires, en tout cas pour des siècles, elles se trouvent en position d'être définies comme halogènes. Pas comme les lampes halogènes, mais sans H. Donc, elles vont développer différentes formes d'identification politique. Alors, la première, c'est de partir en Amérique. La seconde, c'est d'aller vers le socialisme. La troisième, c'est de créer un nationalisme sans territoire. Et le quatrième, c'est le sionisme qui lui-même se développe en 2 tendances, soit un sionisme dans la Terre Sainte, la terre des ancêtres, soit un territoire quelque part dans le monde qui ne soit pas nécessairement la Palestine. C'est les territorialistes dont ma collègue parlait. D'où les tentatives sur l'Ouganda, sur le Mexique, sur le vilayet de Mossoul, sur l'Argentine. Et ça n'a rien donné parce que de toute façon, ce que disaient les territorialistes aux autres, c'est que vous trouverez toujours des indigènes. Il y a des indigènes en Palestine, et les autres disaient, oui, mais il y a des indigènes dans le vilayet de Mossoul, il y a des indigènes en Ouganda, il y a des indigènes, etc. Donc il y a un problème un peu insoluble. Mais de toute façon, pour créer un mouvement politique, il vous faut mobiliser les affects, et les affects historico-religieux sont les seuls. Parce que vous n'auriez jamais créé un État juif en Ouganda, parce qu'aucun juif sérieux n'aurait eu envie d'aller en Ouganda. Tandis qu'aller à Jérusalem, c'est autre chose. Donc ça, c'est un point qui me paraît absolument essentiel. Alors, il y a différentes époques de l'arrivée vers la Palestine, et il faut bien distinguer la première époque, celle qu'on appelle les abandons, qui commence vers 1880, même en fait un peu avant, quand on est en regardant les archives, il y a déjà des immigrants, mais individuels, qui arrivent à partir des années 1860 en Palestine.
Alors, ces immigrants qui arrivent, ils sont pauvres, ils n'ont pas d'argent, ils ont chaud parce que la Palestine, ce n'est pas l'Ukraine. Donc, ils sont complètement perdus. Et ils vont faire appel à un bienfaiteur, ce qu'on va appeler le bienfaiteur, qui est le baron français Edmond Rothschild, à qui il explique que, si on ne nous donne pas d'aide matérielle, les protestants vont essayer de nous convertir et un certain nombre iront se convertir parce que le rêve des protestants, c'est de convertir les juifs. C'est une manie chez eux. Les catholiques ont un peu cette tendance, mais moins développée que les protestants. Et Edmond Rothschild se pique de l'affaire et crée progressivement tout un système de, entre guillemets, colonisation, de colonies agricoles juives en Terre Sainte, encadrées par des juifs français. Ce qui est tout à fait essentiel, parce que s'ils sont encadrés par des juifs français, ils bénéficient de la protection consulaire française. Et Edmond Rothschild, il va tenter différentes formes d'expérience, dont celle de rendre les colonies agricoles qu'il crée rentables. Parce que pour l'instant, elles vivent des subventions que le baron régulièrement avance au système. Et c'est là que se déboule contre lui 20 ans après, 17 ans après à peu près, chronologiquement, Theodor Herzl qui crée le sionisme politique et qui entre évidemment immédiatement en clash avec Edmond Rothschild parce qu'Edmond Rothschild est persuadé qu'il faut faire le moins de bruit possible, tandis que Herzl, lui, il fait une création qui s'appelle le sionisme politique, c'est-à-dire un passage au politique en disant c'est beau de faire des colonies en Terre Sainte, mais les autorités ottomanes peuvent les rejeter d'un seul coup de décret à n'importe quel moment, ce qui n'est pas vrai parce que ça dépend des rapports de forces coloniaux ou enfin impériaux dans la région. Donc il nous faut une charte internationale, un document international signé par les grandes puissances européennes qui nous donne une protection durable. Donc avec le sionisme politique, on a à la fois la création d'un mouvement national, ce qui n'était pas vraiment le cas avec les amendes de Sion, ou pas vraiment encore le cas, pour être plus précis, avec les amendes de Sion, et d'autre part, de faire du sionisme un acteur politique. Et c'est ça la question essentielle dans le mouvement sioniste, c'est que le mouvement sioniste est un passage politique des communautés juives, au départ, européennes. Alors, d'un côté, Herzl va réussir à dynamiser en créant le mouvement, en créant l'organisation sioniste, qui en effet reprend en charge en particulier les Juifs de Russie et de Roumanie. Mais de l'autre côté, il tourne autour des grandes puissances, sauf la France. Il ne va jamais voir les Français, pour une raison évidente, parce que tout le monde sait que c'est Edmond Rothschild qui gère et que Edmond Rothschild a le soutien du gouvernement français. Donc, pas question de voir les Français. D'ailleurs, jusqu'aux années 20, sionistes en France renvoient à Edmond Rothschild et pas à l'organisation sioniste créée par Herzl. Donc, il va voir l'empereur Guillaume II, qui est pour lui l'être le plus parfait sur Terre. Bon, c'est un Autrichien. Sinon, il va essayer avec différents. Il va voir les Anglais qui, en effet, proposaient éventuellement d'aller en Ouganda. Il va voir les Russes en disant je vous règle le problème juif si vous envoyez tous vos juifs. Il va voir le sultan Abdulhamid en disant je rachète la dette ottomane. Il n'a pas un rond, le camarade Herzl. Mais enfin, il promet de racheter la dette ottomane, mais Abdulhamid ne laisse pas se faire parce que lui, il utilise Herzl pour faire croire aux créditeurs de l'Empire ottoman qu'il a une solution de repli sur les prochains appels de fonds sur les bourses européennes. C'est-à-dire l'un manipule l'autre, et Abdulhamid était quand même un grand manipulateur de ce côté-là.
Bon, l'héritage de Herzl, parce qu'il est mort, je crois, en 1906, 1907, quelque chose comme ça, c'est quand même d'avoir créé un mouvement politique qui s'est établi dans les principaux pays européens, sauf en France, et qui étend maintenant à l'Amérique du Nord, parce qu'il y a des immigrants juifs en Amérique du Nord, donc ils amènent avec eux le sionisme. Et ce n'est qu'en 1908, et je termine là, ce n'est qu'en 1908 que l'organisation sioniste s'installe pour la première fois en Palestine, dans un contexte où il y a un rapprochement avec Edmond Rothschild, parce que du moment que Herzl est mort, est décédé, Edmond Rothschild est plus près à un rapprochement avec l'organisation sioniste. Merci. Donc, voilà. Donc, oui, je vais te passer la parole, mais peut-être aussi, voilà. Quand même sur ce qu'est le mouvement sioniste. Il faut préciser que Herzl s'est beaucoup démené, mais le sionisme était considéré comme une mesure de refuge pour les autres. C'était certainement pas Herzl qui allait s'installer en Palestine, de la même manière que c'était pas Rothschild. On ne considérait la possibilité de créer un endroit pour les Juifs que pour ces malheureux. Donc le dibouk du micro. Certainement pas pour les Juifs qui étaient bien installés, qui avaient de quoi vivre et qui avaient des professions. Maintenant, je voudrais préciser autre chose sur l'implantation des Juifs en Palestine. Ils ne sont pas arrivés avec Herzl, hein, les Juifs. Il y a toujours eu une présence juive en Palestine. Et ça, c'est quelque chose aussi sur lequel j'aimerais qu'aujourd'hui soit l'occasion de revenir. Il y a toujours eu des Palestiniens en Palestine et il y a toujours eu des Juifs aussi en Palestine. Ce sont deux versants que l'historiographie semble oublier en considérant que les Juifs sont arrivés en Palestine avec le mouvement sioniste. En 1841, l'Empire ottoman, par exemple, a ouvert la possibilité aux non-musulmans d'acheter des biens terrestres, des biens fonciers et des terrains. Et là, on peut voir la ruée des Européens, de toutes les institutions et des Juifs aussi, vers l'achat de terres en Palestine. Avec quelques précisions supplémentaires, ce qu'on appelle le vieux Yishuv, c'est un judaïsme religieux, essentiellement, dont une partie vient du judaïsme espagnol, en particulier la Kabbale, Safed, etc. Des arrivées plus récentes de juifs religieux d'Asie centrale, en particulier de Bukhara, ainsi de suite. Mais pour les juifs d'Europe de l'Ouest, ce sont des paresseux. Je veux dire, ils vivent des aumônes qu'ils lèvent dans l'ensemble du judaïsme dans le monde. Donc, les projets des Juifs d'Europe de l'Ouest, c'est de rendre rentable et de cesser de financer à perte ces communautés juives religieuses. D'où, par exemple, un des premiers actes de l'Alliance israélite universelle, quand elle est créée en 1860, c'est de créer des écoles et une colonie, enfin, une école agricole en Palestine. De toute façon, on peut pas, c'est très compliqué les histoires de statut juridique, etc. Je suis persuadé que c'est plutôt des années 1860 que 1840 que les étrangers peuvent acheter des terres dans l'Empire ottoman. Je crois qu'il y a un ottomaniste ici qui pourra me le confirmer. Avant, ils pouvaient acheter des terres, mais en utilisant des prête-noms. Par contre, les non-musulmans ottomans pouvaient acheter des terres, c'était normal, ils étaient citoyens ottomans. Mais tout ça représente peu de monde. Je veux dire, avant 1914, on est difficile d'avoir des chiffres parce qu'il y a des juifs qui sont protégés consulaires de plusieurs pays à la fois, tandis qu'il y en a d'autres qui ont la citoyenneté ottomane tout en étant éventuellement citoyens, enfin des protégés consulaires et citoyens ottomans. C'est un magma, et puis il y a des transformations durant la Première Guerre mondiale. Enfin, il n'y a pas plus de 10% des Juifs, enfin plus de 10% des Juifs ne représentent moins de 10% de la population totale de la Palestine telle qu'on peut l'estimer en 1914, c'est-à-dire à peu près 70 000 personnes sur 700 000. Ce sont des ordres de grandeur. Justin McCarthy avait étudié les recensements ottomans, qui étaient assez précis en ce qui concerne. Mais il y a des questions de double ou triple appartenance qui rendent les choses un peu
compliqué. Et puis une fraction de ces Juifs de Palestine partiront durant la Première Guerre mondiale, d'abord parce qu'ils sont expulsés par les Ottomans comme étrangers, et puis parce que les populations juives, elles bougent. Elles bougent même, il y a des gens qui entrent en Palestine, mais il y en a d'autres qui sortent. Donc c'est toujours assez difficile à déterminer. Ce qui compte pour moi essentiellement, et c'est ça qui renvoie au problème jusqu'à aujourd'hui, c'est que le sionisme, c'est un passage aux politiques. Maintenant, oui, je suppose. Donc voilà. Voilà, je disais que le temps passe. Il faudrait que nous aussi, on avance un peu dans le temps. J'aimerais bien qu'effectivement, à partir des expos, voilà, des éléments que vous avez apportés, que vous avez amenés jusqu'à 1914, on avance et on avance vers la création d'un mandat britannique, qui n'a pas été toujours très simple non plus d'ailleurs. Je me rappelle de certaines discussions entre Clemenceau et Lloyd George, voilà, effectivement, qui n'étaient pas d'une très grande gentillesse. Donc voilà, effectivement, arrivons au mandat. Et avant d'arriver au mandat, peut-être aussi rappeler que le partage de l'Empire ottoman, ce n'était pas du tout le but de la guerre, à vrai dire. C'est devenu une sorte de butin de guerre parce qu'effectivement, ce que la France et l'Angleterre demandaient à l'Empire ottoman, c'était de rester neutre, quitte à massacrer les Arméniens si c'est nécessaire. En contrepartie, effectivement, les deux puissances garantissaient l'intégrité territoriale de l'Empire. Donc, l'entrée en guerre, la révolte arabe, la déclaration de Balfour et donc la constitution d'une Palestine mandataire. Peut-être qu'on peut commencer par toi, Sylviane. Voilà. On va essayer d'être un peu plus bref, peut-être. Oui, est-ce que je peux récupérer le passage au PowerPoint ? Est-ce que je donne des données que vous pouvez voir sans qu'on soit obligé de les détailler ? Donc, est-ce que ça passe ? Voilà, donc ça sont les données chronologiques autour de la guerre, la Première Guerre mondiale, qui sont extrêmement importantes. Vous allez voir après pourquoi sur les cartes que j'ai préparées. Et l'élément qui, de mon point de vue, est le pivot central de ce qui va se produire après, c'est la révolution russe qui commence, l'abdication du tsar, etc., l'entrée en guerre des États-Unis. Hop. Le plus important, selon moi, ça se passe là. En 1916, vous pouvez voir sur la carte, alors que la guerre est en train de faire rage, hein, elle n'est pas du tout finie, on est en plein dedans. A priori, on peut penser qu'elle va se terminer comme on voudrait qu'elle se termine, mais rien ne permet vraiment de le garantir. Or, nous sommes en 1916, il y a les accords de Sykes-Picot qui se produisent, et vous voyez déjà le partage du gâteau qui se produit au niveau du Moyen-Orient, avec les zones d'influence qui s'établissent sur ces toutes petites portions du monde. Hein. On n'est pas dans une gigantesque carte. Et ce sont des choses qui sont extrêmement importantes parce qu'elles sont évaluées par les puissances européennes, pensées a priori, et elles vont effectivement se produire. Si vous voyez la carte là, qui est ce qu'on a appelé la campagne de Palestine de 1917, c'est la manière aussi dont les choses, et là je pense que mon collègue aura des choses à dire plus précises à ce sujet, la manière dont ce qu'on a appelé la campagne de Palestine s'est développée directement sur le terrain, avec évidemment les mouvements de population qui se sont produits, les répartitions, etc. Et moi, j'en reviens à ce que j'appelle la chronologie essentielle, que vous pourrez voir apparaître extrêmement facilement. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'on est à un moment où il y a déjà effectivement ce qu'on a appelé un yishuv en Israël, il y a déjà eu ce qu'on a appelé aussi une aliyah, il y a des juifs qui ont quitté la zone de résidence, qui se sont installés, mais l'idée d'un État-nation, bien qu'Herzl ait déjà parlé d'un mouvement politique, n'est même pas encore dans l'air. Ceux qui s'installent en Palestine à ce moment-là n'en rêvent même pas. Ils rêvent d'une forme d'autonomie qui leur permettrait d'accueillir leurs familles, leurs coreligionnaires, tous ceux qui connaissent des tribulations à l'extérieur, mais l'idée d'un État-nation sur le modèle qui va apparaître après
elle n'est même pas là, ils n'y pensent pas, ni au niveau des institutions, ni au niveau de l'organisation. On est encore sur une vieille idée qui est celle d'une communauté ethnique, sociale, professionnelle et une communauté fondée sur l'entraide. L'entraide au niveau d'une ethnie, d'une religion, d'un groupe social. Mais l'État-nation, même pas en rêve. Henri, donc voilà, des éléments de combat. Non, je pense que le mouvement sioniste, en tout cas ses chefs, dans les années 1920, ils étaient comme les Français de la Troisième République. C'était n'en parlez jamais, ils pensaient toujours. Donc pour les Français, c'était l'Alsace, et la Lorraine, pour eux, c'était l'État juif. Mais simplement, il n'apparaissait pas dans l'immédiat atteignable. Donc on était par étapes. Alors c'est vrai, techniquement parlant, que dans le livre blanc de Winston Churchill de 1922, officiellement, le mouvement sioniste rejette l'idée d'État. Mais bon, ils ne sont pas très crédibles de ce point de vue. Ce qui est plus important, c'est que les nouvelles arrivées depuis 1906-1907 jouent la carte du séparatisme. C'est-à-dire que à l'époque des Rothschildiens, en fait les Rothschildiens restent très importants numériquement et territorialement jusqu'aux années 30. Les Rothschildiens travaillaient avec les populations arabes locales. Bon, c'était souvent des ouvriers agricoles, etc. Mais du coup, les émigrés russes qui arrivaient en Palestine en 1908 ou autre, ils ne trouvaient pas de travail parce qu'ils coûtaient plus cher que les paysans arabes qui travaillaient à mi-temps dans les colonies juives. Donc, à partir de 1908, ils créent des structures sociales de séparation avec la population arabe qui donneront naissance aux kibbutz, moshav, etc. Ils sont dans une logique de séparation. Et on le voit très bien dans les textes arabes, puisqu'on a vers 1910-1911, on trouve dans les textes, ces gens-là, ils refusent d'être avec nous. Ils vivent dans un univers séparé. Alors, ça se justifie en soi dans la mesure, ils veulent faire une réalité juive, ils ne veulent pas être dans un système judéo-arabe. Et on le voit aussi très bien dans les institutions mandataires, puisqu'ils refusent en tant que tel l'idée de Palestine. Donc, par exemple, sur les timbres, sur les papiers officiels du mandat, vous avez Palestine en anglais, Palestine en arabe et Eretz Israël en hébreu. Et ainsi de suite. Plus tard, Menahem Begin dira le mot Palestine n'existe pas en hébreu. Mais ça montre bien d'où l'impossibilité de toute façon, parce que d'un côté, vous avez un refus arabe dès 1917, et de l'autre côté, de toute façon, les Juifs qui émigrent en Palestine, ils émigrent pour ne pas être minoritaires. Et donc, ce sont des termes du conflit. Alors, les choses se calment tout simplement dans les années 1920, parce qu'il n'y a pas énormément d'immigrants juifs en Palestine dans les années 1920. On a à peu près un doublement, on passe de 10 à 20% de la population totale par rapport à une population arabe qui elle-même est en pleine croissance démographique. Pour simplifier les choses, la population qui avait le plus haut taux de croissance démographique au XIXe siècle, c'était les Juifs de Yiddishland. Et ceux qui ont un plus haut taux de croissance démographique au XXe, ce sont les Arabes palestiniens. Et il y a peut-être des réactions communes de ce point de vue. Alors, par ailleurs, vous avez deux types de terres en Palestine. Vous avez d'un côté une terre tangible, matérielle, on fait des colonies, de l'agriculture, etc. Vous pourriez mettre la carte, celle où il y a les établissements juifs en Palestine. Elle est bien après, là j'en suis à la déclaration d'Alfort. Oui, non, mais la règle est la même parce que c'est toute l'explication. Et ça permet de comprendre tout ce qui se passe jusqu'à 1948.
Bon, donc en vert, ce sont les, entre guillemets, les institutions arabes, et en rouge, les colonies juives. Si vous regardez strictement la carte, vous voyez que les établissements juifs sont sur le littoral, puis partent un petit peu vers la Galilée, et que ce qu'on pourrait appeler la Cisjordanie, mais beaucoup plus grande que la Cisjordanie actuelle, est sans position juive, à l'exception de la région de Jérusalem et des quartiers de Jérusalem. Alors pour cela, il y a une explication simple, c'est un héritage du petit âge glaciaire. Dans le petit âge glaciaire, comme partout en Méditerranée, les populations se sont retirées sur les hauteurs parce qu'il y avait trop d'eau en bas, et l'eau, ça créait des marais, et les marais, ça créait la malaria, et ainsi de suite. Donc la population arabe, il y a d'autres raisons, mais je n'ai pas le temps d'évoquer, s'est concentrée dans cette extrêmement dense Cisjordanie, dans lequel vous n'avez aucun établissement juif, sauf dans la région de Jérusalem. Et comme c'est en pleine croissance démographique, il n'y a pas de terre disponible. Alors, sur les terres basses, c'est-à-dire le littoral, essentiellement, vous avez une immigration arabe qui vient de la Cisjordanie, qui arrive, elle arrive à partir de la fin du XVIIIe, et en face d'elle, les nouveaux arrivants qui viennent d'Europe, etc. Alors vous avez plutôt de la bonne symbiose dans ces zones-là, sur les régions littorales, c'est en particulier là où il y a les Rothschildiens, et en particulier, c'est la Palestine devient un des premiers pays exportateurs d'agrumes dans l'entre-deux-guerres, c'est les fameuses oranges de Jaffa. Alors, en fait, il y a une période relativement calme parce qu'il y a eu des violences en 1919-1920 qui s'arrêtent en 1929 parce que l'autre terre, c'est la Terre Sainte. Et donc, vous avez les émeutes autour du mur de lamentation de 1929. Bon, Vincent Lemire a beaucoup travaillé ces questions et qui fait que vous avez à côté, dans les deux pays, si vous voulez, enfin dans les deux communautés, un sacré national et un sacré religieux, mais ils se confondent. En France, vous avez un sacré national, c'est l'Arc de Triomphe, les 40 000 monuments aux morts de la guerre de 14, et ainsi de suite. Et puis, vous avez un sacré religieux, qui est Notre-Dame, par exemple. En Palestine, Israël, non. Le mur des lamentations, le haram et shérif, etc., sont des symboles à la fois religieux et national. Donc, c'est rend extrêmement difficile. Et pour comprendre jusqu'à aujourd'hui, on voit une alternance de violences qui sont liées soit à la terre matérielle, soit à la terre religieuse. Par exemple, 1929, c'est la terre religieuse, mais les violences de 1936 et surtout de la grande insurrection palestinienne de 1937, c'est la terre matérielle. Et à une époque ultérieure, la première intifada était une terre matérielle. La seconde intifada était une référence religieuse, l'intifada d'Al-Aqsa. Et ce qu'on a eu le 7 octobre, c'était le déluge d'Al-Aqsa, donc la référence religieuse. Donc on alterne les deux. Là, à la limite, on peut essayer de raisonner un partage de la terre matérielle, mais quand on est dans le religieux et le symbolique, là, c'est beaucoup plus difficile à faire. Déjà, les puissances chrétiennes se sont enguirlandées à travers tout le 19e siècle sur les lieux saints chrétiens, y compris en faisant une guerre, la guerre de Crimée, autant entre juifs et musulmans, parce que l'affaire est pire. Les chrétiens, ils sont à côté parce que les lieux saints chrétiens ne sont pas concernés dans le combat entre juifs et musulmans pour des tas de raisons, que je n'ai pas le temps d'expliquer aussi. Mais voilà. Et à partir de ce qui va changer, ce qui, à mon avis, crée réellement le peuple juif, qu'est la revendication sioniste, parce que avant 1933, on ne peut pas vraiment parler de peuple juif. Il y a d'autres variétés d'orientation politique. C'est le nazisme. Et à partir de ce moment-là, le problème change de nature, aussi bien sur le plan international que sur le plan de la conscience collective juive.
Avant, vous aviez une variété de positions. Et encore, par exemple, dans la Pologne de l'entre-deux-guerres, les socialistes juifs de Bund étaient farouchement antisionistes. Donc, tout ça, la disparition des autres alternatives juives vont conduire à une reformulation autour de la notion d'un peuple juif qui a un ancrage en Eretz Israël. Merci. Peut-être qu'il revenir malgré tout en quelques minutes sur la déclaration de Balfour, sur voilà, effectivement l'invention de cette Palestine mandataire, voilà, qui est dans un cadre autrement peut-être qui ne correspondait pas nécessairement à cette géographie de terre. Et puis après, avancer vers 1929, parce que les violences de 1929, effectivement, sont très différentes des violences qu'on observe en Syrie et en Irak de 1920 à 1925. Sylviane. Oui, on revient. Alors, la déclaration Balfour, donc, qui a été l'objet de négociations qui ont duré plusieurs mois, elle a été finalement publiée le 2 novembre. Et vous avez ici la lettre qui a été envoyée justement à Rothschild, qui indique que... Rothschild anglais. Le Rothschild anglais, évidemment, ce sont les Anglais qui sont en possession du mandat de gestion de la Palestine. Et qui s'emploie à mettre sur papier la promesse qui est faite aux Juifs de pouvoir établir un foyer national en Palestine. L'ennui, c'est qu'en même temps, on a promis que les Palestiniens pourraient... Enfin, alors, les Palestiniens, on n'emploie pas le mot palestinien. C'est justement un peu les grands oubliés de l'affaire, mais on a promis que les Arabes pourraient également avoir leur foyer national sur le même territoire. C'est un petit peu compliqué. Ce qui est surtout compliqué, c'est la manière dont l'historiographie traite ce genre de choses et surtout la manière dont l'historiographie... Alors là, bon, j'avais refait la carte du partage du gâteau du Moyen-Orient, que vous pouvez voir. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est pas tellement les zones d'influence que vous pouvez trouver partout, c'est ce qu'on ne mentionne pratiquement jamais, qui est la conférence du Caire, qui a eu lieu les 18 et 19 mars 1922, au cours de laquelle les Juifs du Yishuv et les représentants des dignitaires des pays arabes ont convenu de travailler ensemble contre les Britanniques et pour l'établissement d'un foyer commun en Palestine. Ça, c'est quelque chose qu'en général on oublie ou qu'on néglige, comme on oublie qu'il y avait des Palestiniens avant la guerre de 67. Enfin bon, il faut essayer aujourd'hui de remettre certaines choses à la place. Il y a eu des actions communes sur le terrain de Palestine entre Juifs et Arabes. Il y a eu des accords qui ont été signés qui prévoyaient notamment la mise en commun de l'éducation, des biens agricoles et du matériel humain. Voilà, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même absolument préciser. Maintenant, comme les Britanniques ont promis mais peu tenu, les violences ont commencé à éclater. Alors, il y a effectivement une dimension religieuse qui va se développer, mais en fait, la dimension religieuse, elle tient au fait que le sionisme, tel qu'il a été développé par Herzl et par les représentants dans les capitales européennes du mouvement sioniste, est un mouvement qui est absolument laïque. C'est un mouvement séculier qui est contre justement toutes les représentations religieuses. Or, sur le territoire de la Palestine se trouve, je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà une population juive qui, elle, est là pour des raisons qui sont à la fois religieuses, idéologiques et aussi parfois même économiques. Il y a toutes ces tensions qui sont là en présence. Et le mélange, ou je dirais la cohabitation de ces deux populations, qui sont pour une part complètement laïques et séculières, et d'autre part, qui ont une forte expectative, une attente messianique, rend la cohabitation difficile, notamment
sur certains points qui dépassent largement les questions matérielles de la vie en commun qui se développent notamment alors en Galilée. On peut voir dans les nouvelles mises aux normes modernes de l'agriculture une véritable mise en commun des connaissances et du savoir-faire entre juifs et arabes. Il y a vraiment des actions collectives qui sont contredites par la suite de l'histoire, où l'historiographie sioniste va complètement oblitérer ce passage de vie commune qui a quand même duré près d'un demi-siècle. C'est quelque chose que l'on ne retrouve pas, qui est pratiquement pas mentionné, d'où même les grands personnages qui ont monté tout ce système de coexistence et d'entraide mutuelle entre juifs et arabes, c'est-à-dire hors de l'idée d'un État-nation juif, donc une idée laïque et séculière, a été complètement oblitérée par l'historiographie contemporaine sioniste. Il est difficile donc de retrouver les traces. Je pense que ça fait partie des choses qu'il faudrait que l'on remette un petit peu à jour. Et le problème, c'est que finalement, le mandat britannique va durer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Mais la situation entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale va se transformer complètement pour les Juifs européens. Donc là, j'ai montré un petit peu le tableau de transformations qui se sont produits à l'échelle européenne. Henri Laurence a déjà parlé un petit peu de la montée du nazisme en Europe. La montée du nazisme en Europe va surtout provoquer un flot de réfugiés qui vont se trouver face à un écueil imposé par le mandat britannique, qui est la promulgation des livres blancs. Il y a eu plusieurs livres blancs qui ont été promulgués par le mandat britannique, qui, ne pouvant pas tenir ses promesses à la fois aux Arabes et aux Juifs, s'est vu à chaque fois de louvoyer, de tomber dans des atermoiements, et qui a fini le 17 mai 1939 par établir le livre blanc qui sera sans doute le plus tragique pour l'histoire des Juifs européens, puisqu'il interdit pratiquement complètement toute immigration des Juifs européens vers la Palestine. Ce qui donnera lieu, alors évidemment, à des scènes épouvantables, le Strouma qui est coulé le long des côtes de la Turquie, les Juifs qui se retrouvent parqués, même encore après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui ne peuvent pas accéder à la Palestine. Tout ça fait partie d'un ensemble de choses qui vont considérablement modifier, transformer l'approche générale à la fois du mouvement sioniste et des non-sionistes de l'idée de la création d'un foyer national juif. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, alors que je vous ai dit qu'avant la Première Guerre mondiale ou au début de la Première Guerre mondiale, on ne pensait pas réellement ni à la possibilité, ni même au rêve d'établir un État-nation, bien qu'il y ait eu effectivement l'idée du modèle républicain. C'est vrai, ça a circulé. D'ailleurs, l'État d'Israël s'est construit à partir de cette idée, mais après la Seconde Guerre mondiale. C'est à partir de ce moment-là que l'idée d'un refuge, alors qu'on avait traqué les Juifs dans tous les pays d'Europe, s'est focalisée sur l'idée de construire un État-nation quelque part sur Terre ne pouvant être que localisé en Palestine. Alors on a été vraiment très très vite là. Merci, cher Sylvian. Donc, effectivement, voilà, la montée du nazisme, la conférence d'Évian, la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah. Donc, tous ces facteurs-là sont extrêmement importants pour comprendre cette formation. Mais j'aimerais bien qu'on revienne un peu à la question de la violence. Voilà, effectivement, le mandat français provoque déjà la révolte d'Ibrahim Hanouna en 1920, la grande révolte irakienne, la révolte syrienne de 1925. Et on a l'impression que la situation qui se produit en Palestine est très très différente de ce contexte irakien et syrien. Où tu le corriges? Non, mais le mandat britannique, c'est une absurdité pour les Britanniques eux-mêmes. Ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'ils avaient fait sur place. Si on prend la déclaration de Balfour, il n'y a pas de promesse arabe. Les populations non juives auront des droits civils et religieux. Et automatiquement, elles comprennent. Puisqu'elles disent ce qu'on accorde à des gens comme droits civils et religieux, c'est à des étrangers.
Donc la déclaration de Balfour fait de nous des étrangers, chez nous. Et c'est d'où le rejet immédiat et total de la déclaration de Balfour, ce qui rend le mandat inopérant dans la mesure même où un mandat théoriquement doit construire un État qui doit devenir indépendant. Or, il n'y a aucune collaboration politique entre institutions juives et institutions arabes dans la paix. Et on ne peut pas tenir d'élection au dehors du niveau municipal. Parce que si on fait une assemblée, comme les Arabes sont majoritaires, si l'assemblée a du pouvoir, elle arrêtera le sionisme. Si on ne fait pas, si on fait une assemblée qui n'a pas de pouvoir, ben, personne ne s'y présentera. Et donc, il y a des multiples facteurs. Alors, passons sur les détails techniques parce que c'est compliqué. À partir de 1933, vous avez l'arrivée de juifs allemands, de juifs polonais, dont se passe en partie en collaboration avec l'Allemagne nazie, ce qui est une affaire. En 1936, vous avez la première révolte arabe fondée sur le territoire. C'est l'été 1936, la grève générale. Les Anglais décident en 1937 de passer à un plan de partage. Alors là, ils annoncent la création d'un État juif, d'un État arabe, et le maintien d'un mandat britannique sur Jérusalem et ses environs. Mais ils ont vu tout de suite ce que la carte montre. C'est que pour construire n'importe quel État juif qui soit juif, il faut expulser la population arabe. Et donc le plan de Peel de 1937 comprend, alors le mot est gentil, le transfert, égal, puisqu'on va transférer 250 000 Arabes et 500 Juifs pour créer des zones homogènes. Parce qu'il suffit, pour faire une zone arabe homogène, c'est facile. Il y a la Cisjordanie, vous avez vu la carte. Mais par contre, sur le littoral et sur la Galilée, c'est pas possible. Pour qu'il y ait une zone homogène juive, il faut expulser les gens. Et les Arabes le savent très bien, c'est le sens de la révolte de 37 à 39. Alors c'est clair, pour les Britanniques, il faut penser qu'en 1938, 10% de l'armée britannique dans le monde est en Palestine. Et tous les futurs chefs de guerre britanniques de la Seconde Guerre mondiale sont en Palestine. Dans la répression de la révolte palestinienne. Et les Anglais sont pris dans un piège absolument terrible, qui est qu'ils ont le choix. Enfin, il faut bien comprendre, c'est ça le drame épouvantable. C'est qu'il y a ceux qui disent on fait de l'apaisement par rapport au nazisme, et donc pour calmer les nazis, apaisement, c'est ça que ça veut dire, hein, on va faciliter le départ des Juifs d'Allemagne, donc entre autres les autoriser à aller en Palestine. Mais les structures impériales britanniques, ils disent si on installe des milliers de Juifs en Palestine, tout le Moyen-Orient explose. Pas simplement la Palestine, mais de l'Égypte jusqu'à l'Irak. Et les voies impériales de communication qui sont vitales pour l'Empire vont sauter. Et c'est ça le drame. Donc, quand on voit un travail dans les archives, j'ai vu ça dans les archives britanniques, au moment de Munich, c'est-à-dire septembre 1938, le choix est fait. On abandonne les Juifs d'Europe parce qu'on a besoin de la sécurité des lignes impériales de communication, donc la conférence de Saint-Gilles 1939 et le livre blanc de 1939. Alors on peut dire, pour en excuser en partie les Britanniques, qui est qu'ils ne pouvaient pas imaginer la Shoah au printemps 1939. C'était quelque chose de l'ordre de l'impensable. Même les nazis ne l'imaginaient pas à l'époque. Donc, alors ça, c'est un point essentiel. L'autre point, c'est que les populations de l'ouest de l'Europe ont été, c'est logique, complètement traumatisées par la Première Guerre mondiale. Et il y a une peur panique d'un retour aux violences de la Première Guerre mondiale ou à des violences pires. Et vous avez donc une vague de pacifisme extrêmement puissant dans des pays comme la France ou la Grande-Bretagne,
Et comme les Juifs sont les victimes des nazis, faire la guerre aux nazis, ce serait sauver les Juifs. Donc les Juifs sont les responsables de la guerre qui viennent. Donc le pacifisme européen, qui est extrêmement puissant, propulse un mouvement d'antisémitisme comme jamais l'Europe de l'Ouest ne l'a connu. Du coup, les puissances européennes des démocraties, quand on regarde dans les archives, c'est clair, après Munich, on se met sur le plan de guerre. L'horizon, c'est la guerre. Mais on ne va pas dire aux populations qu'on va faire la guerre aux nazis tout de suite, parce qu'ils vont dire s'ils vont faire ça pour sauver les Juifs, donc c'est la faute aux Juifs. Et... Ah oui, non, mais tu attends tous les carnets, des gens comme Giono, etc. Comme Alain, le grand philosophe Alain, oui. Etc. Ils sont antisémites parce que les Juifs, ce seront la cause de la guerre. Et, etc. Et donc, vous avez un abandon des Juifs d'Europe, d'abord par les Français et les Britanniques, en 1939, parce que c'était la condition sine qua non pour faire la guerre à l'Allemagne nazie. Et ensuite, c'est repris par le président Roosevelt durant la Seconde Guerre mondiale. On aurait pu sauver des centaines de milliers de Juifs si le gouvernement américain avait autorisé le passage aux États-Unis de réfugiés juifs. Mais, même chose, l'opinion publique américaine ne veut pas des Juifs parce que ce serait la cause de la guerre. Etc. C'est un piège absolument mental, absolument abominable, qui permet ensuite de comprendre comment, à partir de 1945, l'idée du foyer national juif, enfin de l'État juif, apparaît comme indispensable à ce moment-là. Parce que moi, ce que je pense historiquement parlant, c'est que la notion de peuple juif, elle se construit dans le malheur à partir de janvier 1933. Avant, c'est discutable comme notion. Mais après, ce n'est plus le cas. Et alors, il y a l'autre chose, mais peut-être que je laisse parler ma collègue, parce que je serais un peu impérialiste du point de vue de l'usage du temps. Oui. Non, tu n'es pas impérialiste, mais on a vraiment très très peu de temps là. En tout cas, bon, toute cette littérature de 38-39 de l'extrême droite, mais aussi d'une partie de la gauche, est extrêmement inquiétante. Donc, Sylvain, la parole est à toi, mais j'aimerais bien qu'en quelques minutes, on parle aussi de la période post-45 et de la création d'État d'Israël. Donc, il est 25, parce que je regarde aussi un peu l'heure. Sans passer la période 40, ce qui suit la Seconde Guerre mondiale, on peut passer, il y a les dates derrière qui passent avec les grands moments. Il y a les campagnes militaires et en fait, moi, je pense que là, ce qu'il faut surtout retenir, c'est ce que je présente là comme étant la dernière carte, c'est les plans de proposition de partage de la Palestine. Parce qu'en fait, des plans de partage, il y en a eu tout le temps. Simplement, on partage quoi ? L'idée d'un plan de partage est forcément et par principe acceptée par les Juifs, qui sont en quelque sorte les derniers venus, en tout cas par les Juifs politiques, parce qu'il y a aussi toute une catégorie de Juifs qui ne reconnaissent pas l'idée d'un État juif avant que le Messie ne soit venu. Donc ceux-là n'ont même pas droit à la parole, ils ne votent pas, ils refusent toute idée d'un État politiquement juif, qui ne serait pas un État messianique. Donc du côté des autorités du Yishuv, on accepte quelle que soit la proposition, et vous en voyez là les principes. Maintenant, du côté des pays arabes, et notamment d'abord de la Ligue arabe, et puis bon, il y a eu toutes sortes de circonvolutions qui sont aussi liées à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, avec l'alliance qui s'est produite entre la Ligue arabe et Hitler. Enfin bon, vous pouvez trouver ça n'importe où et très très facilement. Ce qui me paraît important aujourd'hui... Pour mémoire, la Ligue arabe a été créée à l'été 1945. Oui. Donc le nazisme n'existait plus. Oui, non, mais bon, il y a eu quand même une association... Non, il n'y en a pas. Alors attendez, quand même, pendant la Seconde Guerre mondiale, au début, il y a quand même une tentative de rapprochement qui est quand même attestée par les sources entre certains dignitaires. Certains dignitaires. Il y a à peu près 2000 à 3000 Arabes qui sont au service de l'armée nazie
durant la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Il y a essentiellement des actions de propagande avec Rajamin el-Husseini, Al-Kawikji, etc. Mais vous avez des centaines de milliers d'Arabes dans les armées alliées. Absolument. Simplement, cela donne, je dirais, un pion de plus dans les négociations qui vont se tenir à l'ONU au moment où on va devoir décider de la création ou non d'un État juif. D'un partage de la Palestine. De partage de la Palestine et de la création d'un État juif. Le fait qu'une partie de la population arabe ait été du côté nazi va jouer en la faveur de cette création. Il y avait plus de soldats palestiniens que de soldats juifs sionistes dans l'armée britannique en 1944. Là-dessus, moi, je n'ai absolument rien à redire. Non, mais il faut voir les chiffres. Il y a à peu près 1 millier d'Arabes libres qui ont servi l'Allemagne nazie. Et il y a eu à peu près 15 à 20 000 Palestiniens qui ont servi dans les armées britanniques comme volontaires durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a des proportions totalement différentes de ce côté-là. Et il faut voir les textes, il faut voir les archives, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Non, mais là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Je parle simplement du vote au moment des Nations Unies où, à une voix près, on a voté pour ou contre la création d'un État juif. Ça s'est passé de manière totalement imprévue. Jusqu'à la dernière minute, personne ne pouvait savoir. Maintenant, ce qui a fait pencher la balance, c'est peut-être, moi j'étais pas là, j'ai pas voté, j'étais pas non plus dans les discussions à l'ONU, mais il y a de fortes chances et de fortes probabilités que le fait qu'il y ait eu, à un moment donné, un certain, non majoritaire, une alliance entre Hitler et des membres des populations de Palestine ait joué en la faveur de ce vote. Je ne pense pas. Oui. Je ne le pense pas. Bon, vous avez tout à fait le droit. Encore une fois, j'ai regardé les documents et il faut être sérieux. Alors, en 1947, l'essentiel des États des Nations Unies sont des États d'origine chrétienne, enfin, soit de culture chrétienne, soit chrétienne. Il n'y a pratiquement que 4 ou 5 pays musulmans. Autrement dit, 5 ou 10 ans après, le vote n'aurait pas eu lieu parce qu'il n'y aurait pas eu 2 tiers. Alors ensuite, vous avez des facteurs qui ont joué, 2 facteurs auxquels personne n'avait pensé et qui sont tout à fait surprenants. D'un côté, on pensait que les catholiques voteraient contre. Et donc, on pensait que le Vatican s'y opposerait. C'était d'ailleurs le calcul des autorités britanniques quand ils ont transmis le dossier aux Nations Unies. Il n'y aurait pas de majorité. Alors, les États catholiques, c'est-à-dire l'Amérique latine, qui constitue un gros morceau de l'ONU en 1947, votent pour. Alors, 2 raisons. La première, c'est parce que le Vatican est pour, parce que Jérusalem doit être internationalisée dans le plan. Et donc, ça intéresse l'Église catholique de participer à l'internationalisation des lieux saints. Et l'autre raison, c'est que un certain nombre d'institutions américaines, disons la Maison-Blanche, mais pas le département d'État, ont fait des pressions terribles sur les États d'Amérique latine pour voter. Et puis l'autre raison, c'est évidemment tout le bloc de l'Est, l'Union soviétique. Alors si vous prenez Staline pour un philosémite, je m'étrangle. Alors c'est vrai, il y a un beau texte de Gromyko à l'Assemblée générale qui parle de peuple juif, d'oppression, Seconde Guerre mondiale, etc. Mais c'est un calcul rationnel pour Staline. Faire sauter le mandat palestinien, c'est détruire le système britannique au Moyen-Orient, ce qui est vrai. N'oubliez pas, en 1947, vous avez 100 000 soldats britanniques en Palestine. C'est-à-dire, comme la Palestine fait à peu près 2 millions d'habitants à l'époque, où il y avait le ratio, c'est-à-dire que 5% de la population de Palestine est des soldats britanniques, ou de l'Empire britannique, puisque vous avez des soldats indiens, et ainsi de suite. Le délégué français, Alexandre Parodi, en commission, avait posé la question fondamentale, qui était: est-ce que l'ONU a le droit de décider de sort d'un territoire contre la majorité de sa population? Et ça a été voté par 22 voix contre 20 en commission.
Donc, si tu peux conclure en 1 minute, parce que j'aimerais bien quand même qu'il y ait quelques questions pour ne pas trop frustrer l'audience. Moi, je vais conclure en moins d'1 minute. Moi, j'ai l'impression que ce qui se rejoue aujourd'hui au Moyen-Orient, ça dépasse largement la surface du territoire qu'occupe Israël dans le Moyen-Orient. Et c'est là-dessus que je m'arrête. Donc, je vous remercie très, très, très vivement. Merci Henri, merci Sylvain. Un grand merci à vous tous aussi de votre présence. Voilà. Je vous remercie au nom de l'école aussi, puisqu'effectivement, c'est une initiative de l'école. Et donc, je vous donne rendez-vous le 22 février à 17h et pas à 18h. Cette fois-ci autour de la question israélo-palestinienne ou la configuration israélo-palestinienne depuis 1967, disons. Merci.